Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Front National et candidate donc officielle depuis 3 jours. Vous avez donc eu vos parrainages après plusieurs semaines de doutes et de questions. Vous avez sincèrement eu peur? Ah oui, j'ai eu sincèrement eu peur, oui. J'ai sincèrement eu peur parce que jusqu'au dernier moment, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit, l'UMP a tout fait pour que nous ne les ayons pas, c'est-à-dire exprimant auprès d'un certain nombre de maires l'inquiétude qu'ils avaient pour la présence de Nicolas Sarkozy au second tour, pour leur expliquer que c'était peut-être pas bon de donner les parrainages à Marine Le Pen. À la fin À la fin aussi. Et à la fin, l'UMP a lâché prise? Non, non, pas du tout. Jusqu'au dernier moment, ils ont maintenu cette pression. Donc ces parrainages, nous les avons... Donc c'est du coup, c'est les socialistes qui vous auraient aidé? Mais personne nous a aidés. On est allé les chercher à petite cuillère. Et ça n'a pas été facile. Et je remercie d'ailleurs les maires qui se sont laissés convaincre. Parce que quand on voit un certain nombre de candidats qui aujourd'hui sont présents dans la bataille, ça aurait été évidemment complètement insensé que je ne puisse pas y être. Est-ce que vous avez pensé à un moment à un plan B? Vous vous êtes dit, je risque de ne pas les avoir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous décrétez, je sais pas, une sanction du personnel politique qui vous a empêché? Non, vous sortez dans la rue avec vos militants? Non, je ne me suis pas mis dans cet état d'esprit. J'ai voulu rester optimiste jusqu'au dernier moment et j'ai bien fait parce que je connais Donc aussi... vous y croyez alors? Non, mais je connais la capacité de mes militants à tout donner lorsque véritablement ils sentent que nous sommes en grande difficulté. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tout donné dans les 10 derniers jours. Et dans les 10 derniers jours, on a remonté la pente. Et croyez-moi, c'était une par une. Oui, certains vieux militants disent que justement, vous n'aviez pas assez travaillé le terrain avant et que c'était un peu... prévu, que c'était un peu prévisible. Ça, c'est pas des anciens militants, ça, c'est des gens qui sont des dissidents. Ce sont des gens qui sont partis, qui eux-mêmes n'ont pas réussi à avoir les parrainages, donc ils sont peut-être pas très bien placés pour donner des leçons. Alors, dans l'actualité et dans la campagne depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il y a une sorte de surenchère sur la taxation des riches de la part de François Hollande, de la part de Nicolas Sarkozy. Vous, j'ai regardé dans votre programme, vous prévoyez une tranche supérieure de l'impôt à 46%, loin des 75% de François Hollande et peut-être loin du discours de Nicolas Sarkozy. Pour vous, les riches ne gagnent pas trop d'argent en France, il ne faut pas les sanctionner, il ne faut pas leur faire la chasse? Non, c'est pas ça, c'est que je supprime un certain nombre de niches fiscales, que ce soit d'ailleurs pour les très grandes entreprises comme la niche Copé, ou que ce soit, par exemple, je réintroduis les œuvres d'art dans le calcul de l'ISF, ce qui avait été supprimé par les socialistes d'ailleurs. Mais si vous voulez, j'ai le sentiment quand même qu'on fait là une surenchère sur quand même ce qui ne concerne qu'1% de la population. La vraie question, à mon avis, que les Français se posent, c'est moi, classe moyenne, est-ce qu'on va continuer à alourdir mon imposition ou est-ce qu'on va l'alléger? Il y a d'ailleurs ces deux problèmes-là auxquels Nicolas Sarkozy et François Hollande ne répondent pas. Quid des classes moyennes en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et quid également de l'augmentation spectaculaire des impôts locaux dont personne ne parle et évidemment encore moins les socialistes que les autres parce que bien souvent ils en sont à l'origine. Et c'est cela qui rend aujourd'hui la vie de nos compatriotes particulièrement difficile. On a l'impression que ces derniers jours, vous revenez sur vos fondamentaux, à Palavas-les-Flots, et notamment, il y a un discours très fort, par exemple, sur l'immigration. C'est difficile de passer à une autre phase de la campagne parce que Nicolas Sarkozy reprend un certain nombre de thèmes qui vous sont chers, sur l'Europe qui doit être plus protectrice, ou en tout cas sur Schengen. Et puis... en face, il y a François Hollande qui peut-être paraît aux yeux de vos électeurs comme plus efficace contre Nicolas Sarkozy, plus efficace que vous, non? Non, je ne crois pas du tout. Très objectivement, je n'ai pas le sentiment d'être revenu sur des fondamentaux. J'ai toujours dénoncé l'immigration avec une très grande fermeté. Je le fais depuis des années. N'importe quelle immigration. N'importe quelle immigration, je le fais depuis des années. Je continue à le faire. Il n'y a pas de bonne immigration pour vous? Non, il n'y a pas de bonne immigration quand il y a 5 millions de chômeurs. Si vous voulez, si, il peut y avoir quelques chercheurs particulièrement exceptionnels, quelques artistes particulièrement exceptionnels. Mais quand on a 5 millions de chômeurs, toute immigration est mauvaise, parce que toute immigration est évidemment un poids supplémentaire que la communauté nationale, qui déjà n'en peut plus, est obligée de prendre en charge. Donc c'est une vision complètement cohérente et de bon sens d'ailleurs. Ça n'est pas un rejet par principe de toute immigration. C'est que moi, quand j'entends M. Hollande m'expliquer qu'il va mettre des quotas d'immigration économique, mais dans quel secteur? Puisqu'on a 5 millions de chômeurs. Il propose un débat chaque année pour voir dans quel secteur on aurait besoin d'immigrés et dans quel secteur on n'en a plus besoin. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il va faire, en réalité, il va se soumettre aux réclamations du MEDEF.
parce que c'est ça, aux réclamations du MEDEF, qui est toujours en demande d'immigration supplémentaire, parce qu'ils se servent de l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. C'est ça qui est terrifiant. C'est évidemment, plus on effondrera les salaires... C'est un discours de gauche, hein, ça. Non, pas du tout. C'est un discours qu'on tient de nous depuis les années 70 et que ne tient plus pas la gauche, justement, alors qu'elle devrait le faire, puisque c'est elle qui est censée défendre les travailleurs, et des salariés. Donc, plus on acceptera, encore une fois, des quotas d'immigration de travail, plus... dans certains secteurs, on effondrera les salaires et moins on rendra service aux salariés et aux travailleurs français. Il a aussi annoncé une brigade spécialisée de lutte contre les filières clandestines. Il a dit qu'il ne régulariserait pas plus que le nombre de régularisés en France, c'est-à-dire 30 000 aujourd'hui. C'est énorme, 30 000 régularisés en France, c'est énorme. Moi, je propose la suppression de la possibilité même de la régularisation en France. On est clandestin, on a violé la loi, on est entré, on s'est maintenu illégalement, on ne peut jamais être régularisé. Croyez-moi, ça, c'est une manière de ne plus rendre notre pays attractif. Car enfin, ce que M. Hollande ne comprend pas, ainsi d'ailleurs que M. Klarsfeld, qui lui a carrément monté un mur entre la Grèce et la Turquie pour lutter contre l'immigration, c'est que tant que notre pays sera attractif en matière d'aide sociale, en matière de logement, en matière de traitement des immigrés clandestins, eh bien, tant qu'il sera attractif, il y aura des gens qui risqueront parfois même leur vie pour venir rejoindre le territoire français. Il faut donc couper ces pompes aspirantes, ne plus rendre notre territoire attractif. C'est ce que j'appelle la politique dissuasive d'immigration. Ça m'apparaît être la seule qui soit en même temps humaine et efficace. Alors, on ne va pas lancer totalement le débat là-dessus. Je voulais revenir sur un des mots que vous avez utilisé quand vous avez fait votre déclaration officielle. Vous avez dit que vous êtes présenté comme une candidate mère de 3 enfants. Les autres, ils ne se disent pas père de 3 enfants, de 4 enfants. Pourquoi l'avez-vous dit ? Parce que je pense que je suis une femme et que ça n'est pas anodin dans cette campagne. Je pense que les femmes ont un lien avec la réalité de la vie, dont parfois les hommes politiques peuvent se couper. Parce que comme mère, nous ne pouvons pas nous extraire de cette réalité. De l'angoisse de voir nos enfants ne pas réussir ou être... Les pères, non ? Moins. Peut-être moins quand ils sont des hommes politiques. Vous voulez créer une identification ? Vous avez l'impression que ça manque un peu ? Vous avez besoin de ranimer ce lien ? Madame Ekre, je pense que quand on est un homme en politique, on peut facilement se laisser extraire de la réalité. Voilà. Parce qu'on est pris dans un tourbillon. Et comme on n'est pas attrait à cette réalité, à un budget, à voir l'augmentation du pouvoir d'achat, à s'inquiéter de l'éducation des enfants, de leurs notes, à avoir le prix des choses, à s'inquiéter de leur sécurité, eh bien, on peut se laisser comme une sorte de ballon, en quelque sorte, perdre le contact. Je pense qu'une femme politique a beaucoup moins de risques de perdre le contact avec la réalité. Alors, vous, la mère de famille, ça m'a surprise et peut-être un peu choquée. Justement, au nom de tous ces principes que vous exposez, vous revenez sur toutes les décisions de la sécurité routière. Vous dites stop à la politique du tout radar, vous voulez supprimer le permis à points, rétablir l'amnistie présidentielle pour les automobilistes. Pourtant, c'est quand même la base de la protection des enfants notamment, mais le nombre de morts a baissé de 8 000 à 3 970 entre 2000 et 2011. Oui, madame. Grâce à la politique de sécurité routière. Madame, je le conteste. Est-ce que c'est pas de la démagogie ? Est-ce que c'est pas je le conteste. L'absence de courage de celui que vous réclamez ? Non, je le conteste formellement. Vous contestez les chiffres ? Non, je conteste le fait que ce soit la politique du tout radar qui consiste à prendre les automobilistes pour des vaches à lait où on met les radars dans des endroits où ça rapporte le plus et pas dans des endroits où c'est le plus dangereux. Je conteste le fait que la lutte... Non, ça n'est pas vrai. Non, ça n'est pas vrai. Je conteste le fait que l'abaissement toujours plus importante l'augmentation de plus en plus importante de la sanction systématique, notamment par l'intermédiaire du permis à points, ait entraîné la baisse des morts. En réalité, l'amélioration de la sécurité routière est liée en grande partie à l'amélioration de la sécurité des véhicules automobiles, notamment la mise en place, et c'est une bonne chose, des contrôles techniques, notamment ça existe déjà. les améliorations spectaculaires depuis 10 ans en matière d'ABS, en matière d'airbag, etc., etc. Ça a eu une conséquence directe. Mais je ne crois pas du tout que la politique du tout radar, qui consiste en réalité à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, soit liée à l'abaissement du nombre de morts, dont évidemment, comme tout le monde, bien sûr, je me félicite. Mais il y a encore des choses à faire.
faire en matière de sécurisation, dont on ne parle pas, et notamment à destination des motards. Hein. Il y a toute une série de mesures que je propose dans mon projet pour améliorer la sécurité des motards. Par exemple, allumer un certain nombre de routes qui sont des routes dangereuses, eh bien il faut mettre un allumage public. Donc, vous supprimez les radars et vous allumez les routes dangereuses. Voilà, oui, voilà vos propositions. Non, mais oui, enfin, c'est difficile de résumer ça comme ça. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'autres. Mais et quant à l'amnistie, Madame Ecrieff, je trouve ça quand même incroyable que les automobilistes ne bénéficient pas de l'amnistie quand ceux qui frappent des vieilles dames, ceux qui les volent, ceux qui escroquent les pauvres gens, ceux qui détournent de l'argent, eux bénéficient de l'amnistie. Les résultats sont là. Donc en réalité, les automobilistes seraient somme toute traités à peu près comme des criminels. Eux ne pourraient pas bénéficier de cette tradition républicaine qu'est l'amnistie. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Donc vous rétablirez l'amnistie si vous étiez élu. Comment est-ce que vous distinguerez les femmes qui abusent de l'interruption volontaire de grossesse? On ne va pas revenir sur tout le débat, mais c'est simple. C'est ça. Comment c'est-à-dire s'il y en a deux, c'est interdit, vous ne remboursez plus, c'est ça? L'avortement de récidive, ce sont des femmes qui utilisent l'avortement, encore une fois, comme un moyen de contraception. Donc et si elles sont obligées, en fait, d'avoir recours à cela? Ah bon, mais pourquoi 3 fois ou 4 fois? Moi, je préfère rembourser la pilule de 3e génération que de voir des femmes arriver 3 ou 4 fois pour avorter. Je pense qu'il y a quand même un problème. Donc, personne ne peut se féliciter de ça, Madame Ecrieff. Personne. Et personne ne peut même le défendre. Même sur le plan... Non, mais personne dans les professionnels de santé ne voit comment vous pouvez distinguer. Comment vous pouvez parler... Mais on n'a pas... excusez-moi, nous n'avons pas de dossiers médicaux. Et comment est-ce qu'on détermine? Parce que je vous signale que pour les FIV, les jeunes couples, et il y en a des centaines de milliers de jeunes couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Eh bien, eux, on compte le nombre de FIV dont ils bénéficient et au bout de 3 ou 4, eh bien, on ne rembourse plus, on n'en fait plus. Et ils sont obligés d'aller en Espagne pour faire des FIV supplémentaires, voyez-vous? Alors, on sait très bien faire ça quand il s'agit d'aider à faire des enfants. On pourrait peut-être éventuellement faire la même chose quand il s'agit de détourner les femmes d'un usage de l'avortement qui est un usage que je crois être une dérive et un abus. Et tellement une dérive et un abus qu'un certain nombre de professionnels finissent par se détourner de cela parce qu'ils ne supportent pas d'être obligés d'effectuer des actes dont ils considèrent eux-mêmes que ce sont des dérives et des abus. Vous n'avez jamais donné le nom de votre Premier ministre? Non. Si vous étiez élu? Non, parce que je suis respectueuse de la Ve République et que j'attends que les élections soient passées. Qui ce serait? Mais mesdames, je ne peux pas vous répondre. Tout ça, ça dépend des élections législatives. Peut-être que ça permet de voir pour vos électeurs votre parce que ça dépend des élections. Qui vous avez à vos côtés. Ça dépend des élections législatives. Ah ben non, vous avez un Premier ministre. Si vous êtes présidente, vous avez un Premier ministre tout de suite, avant les élections législatives. D'accord, mais vous voyez bien qu'un gouvernement dépend. Vous savez qu'on a vécu de temps en temps, d'ailleurs, dans notre histoire, en cohabitation. Oui. Bon, alors il faut donc attendre le résultat des élections législatives. Si vous étiez élu, vous avez un Premier ministre le lendemain et vous devez le décider. Oui, donc mais ça dépend des résultats. Ça ne vient pas tout de suite à votre esprit. La parité... Non, Madame Ecrieff, Madame Ecrieff, je ne suis pas dans un esprit totalitaire, voyez-vous. Il y a des élections. Et en règle générale, un Premier ministre se détermine en fonction du résultat des élections aussi. Voilà, donc comme je suis une grande démocrate, à la différence de beaucoup d'autres, c'est vrai, dans cette campagne, moi j'attends que le peuple français ait parlé avant de faire ce choix. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau.